dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose la lecture d'un ouvrage d'Agatha Christie qui peut être le plus connu, qui s'appelle Hercule Poirot quitte la scène. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas le dernier ouvrage d'Agatha Christie. Néanmoins, c'est le dernier à mettre en scène Hercule Poirot, le fameux détective belge, puisque à la fin du livre, malheureusement, celui-ci est tué. Donc je vous propose de lire un extrait de ce roman policier et notamment de vous lire la fin, quand Hercule Poirot rédige en fait une lettre post-mortem à l'attention de son ami le capitaine Hastings. Mon cher ami, lorsque vous lirez ces lignes, je serai mort depuis 4 mois. J'ai d'abord hésité à vous écrire ce qui suit, puis il m'a paru indispensable de faire connaître à quelqu'un toute la vérité sur la seconde affaire de Styles. Je suppose que, au moment où vous lirez ceci, vous aurez échafaudé les théories les plus saugrenues et que vous vous serez même donné beaucoup de mal pour parvenir à ce résultat. Mais laissez-moi vous dire, mon ami, que vous auriez dû découvrir facilement la vérité, car je m'étais arrangé pour vous fournir tous les indices qui devaient vous y conduire. Vous n'avez pas découvert cette vérité, c'est parce que vous avez toujours été, et vous êtes encore d'un naturel trop confiant. À la fin, comme au commencement. Vous devriez au moins savoir qui a tué Norton, même si vous êtes encore dans le noir en ce qui concerne la mort de Barbara Franklin. Mais reprenons au début. Je vous ai fait venir à Styles en vous disant que j'avais besoin de vous. C'était vrai. Je vous ai dit que vous deviez être mes yeux et mes oreilles. C'était encore vrai, mais peut-être pas dans le sens où vous m'avez pris mes paroles. Vous deviez voir ce que je désirais que vous voyiez, entendre ce que je désirais que vous entendiez. Vous vous êtes plein de mon manque de franchise dans la manière dont je vous ai exposé l'affaire. Certes, j'ai refusé de vous révéler l'identité de X, mais je devais agir ainsi, bien que ce ne fût pas, là non plus, pour les raisons que je vous ai données. La raison véritable, vous n'allez pas tarder à la comprendre. Je vous ai communiqué un résumé que j'avais rédigé de 5 affaires différentes. Je vous ai fait remarquer que chacune d'elles, il semblait absolument évident que la personne accusée ou soupçonnée avait réellement commis le crime. Il n'y avait pas d'alternative. J'ai continué en mettant en relief le second fait important, à savoir que dans chacun des cas, X s'était trouvé sur les lieux ou à proximité. Vous en avez immédiatement tiré une déduction qui, paradoxalement, était à la fois vraie et fausse. Vous avez pensé que X avait commis le crime. Mais mon ami, les circonstances étaient telles que dans chaque affaire, ou presque, seule la personne accusée du crime avait eu l'occasion de le commettre. Dans ces conditions, comment expliquer la présence de X? Hormis une personne en rapport avec la police ou une firme d'hommes de loi véreux, il n'est pas naturel qu'un homme ou une femme se trouve impliqué dans 5 affaires différentes. Cela ne se produit pas, comprenez-vous? Jamais personne ne viendra vous dire en confidence « Vous savez, j'ai personnellement connu 5 meurtriers. » Non, ce n'est pas possible. Nous nous trouvions en réalité devant un cas fort curieux de catalyse, une réaction entre 2 substances qui ne se produit qu'en présence d'une troisième, laquelle ne joue apparemment aucun rôle et ne subit aucune modification. Voilà la situation. Lorsque X était présent, des crimes avaient lieu, mais il n'y prenait, lui, aucune part active. C'était là une situation extraordinaire, absolument anormale. Et je me suis rendu compte que j'avais enfin rencontré, à la fin de ma carrière, le criminel parfait, celui qui avait mis au point une technique telle qu'il ne pouvait ignorer être reconnu coupable. C'était certes étonnant, mais point du tout nouveau. Il a existé des cas analogues. Et nous arrivons au premier des indices que je vous ai laissés, la pièce d'Othello. Nous avons là magnifiquement campé le modèle de X. Oui, Iago est le meurtrier parfait. La mort de
Desdémone, celles de Cassio, celles d'Othello lui-même sont des crimes de Iago projetés par lui. Et cependant, il reste en dehors de tout soupçon. Du moins, aurait-il pu le rester. Car notre grand Shakespeare, mon ami, se trouvait placé devant le dilemme que son art même avait dressé. Pour démasquer Iago, il y a dû avoir recours au plus grossier des expédients, le mouchoir, expédient qui n'est pas en accord avec la technique générale de Iago. C'est là une erreur dont on sent que ce dernier n'aurait pu se rendre coupable. Oui, là se trouve la perfection dans l'art du meurtre. Pas un seul mot d'incitation directe. Iago retient constamment les autres sur le chemin de la violence, réfutant avec horreur des soupçons que nul n'avait jamais éprouvés avant qu'il ne mentionnât lui-même. La même technique se retrouve dans le remarquable troisième acte de John Ferguson, où le simple d'esprit, Cluty John, pousse les autres à tuer l'homme qu'il est. C'est un magnifique travail de suggestion psychologique. Il faut bien comprendre ceci, Hastings. Chacun de nous est un meurtrier en puissance. Et chacun de nous se manifeste de temps à autre le désir de tuer, mais pas forcément la volonté de tuer. Combien de fois avez-vous entendu dire « Elle m'a mis dans une telle rage que j'aurais été capable de la tuer. J'aurais pu la tuer pour avoir prononcé de telles paroles. J'étais tellement furieux que j'aurais pu lui tordre le cou. » Toutes ces affirmations sont littéralement vraies. En de tels moments, votre esprit est parfaitement clair. Vous aimeriez tuer tel ou tel individu, mais vous ne le faites pas, parce que votre volonté n'éprouve pas votre désir. Chez les jeunes enfants, ce frein n'agit pas toujours d'une façon parfaite. J'ai connu un petit garçon qui, agacé par son petit chat, s'écrie « Tiens-toi tranquille, sinon je te flanque un coup sur la tête et je te tue. » Et il le fait. Pour se trouver à l'instant, d'après stupéfait, au Russie en se rendant compte que le chat est mort. Parce que voyez-vous, l'enfant aimait tellement le tendre animal. Ainsi donc, nous sommes tous des meurtriers en puissance. Et l'art de X consistait non pas à suggérer le désir, mais à briser la résistance de la volonté. C'était là un art mis au point par une longue pratique. Il savait employer le mot exact, l'expression juste, l'intonation capable d'exercer une pression cumulative sur un point faible. Et cela se faisait sans que la victime s'en doutât jamais. Ce n'était pas de l'hypnotisme. L'hypnotisme n'aurait pas réussi. C'était quelque chose de plus insidieux, de plus redoutable. Le rassemblement de toutes les forces de l'être humain pour élargir une brèche au lieu de la colmater. Vous devriez savoir, Hastings, car cela vous est arrivé. Peut-être commencez-vous à comprendre ce que signifiaient certaines de mes remarques qui vous avaient troublé. Lorsque je parlais d'un crime qui devait être commis, je ne faisais pas toujours allusion au même. Je vous ai dit que je me trouvais à Styles dans un but déterminé parce qu'un meurtre y allait être commis. Et vous avez été tous étonnés de me voir aussi sûr de moi. Mais je pouvais avoir une certitude, car le crime, voyez-vous, devait être commis par moi-même. Oui, mon ami, c'est étrange, et terrible aussi. Moi qui désapprouve le meurtre, qui ai le plus grand respect pour la vie humaine, j'ai terminé ma carrière en commettant un meurtre. Peut-être est-ce parce que j'ai été trop hypocrite, trop conscient de ma droiture, que je me suis trouvé finalement placé en face de ce terrible dilemme. Car voyez-vous, Hastings, il y a toujours le pour et le contre. Ma tâche dans la vie a consisté à sauver l'innocent, à prévenir le meurtre. Et cela, je ne pouvais le faire que d'une seule manière. Car, ne vous y trompez pas, X ne pouvait être appréhendé par la loi. Il était à l'abri. Je n'ai pu imaginer aucune autre façon d'assurer sa défaite et de le mettre définitivement hors d'état de nuire. Et pourtant, j'ai hésité. Je voyais clairement ce qu'il fallait faire, mais je ne pouvais y résoudre. J'étais semblable à Hamlet. Je différais toujours l'heure du châtiment. Et puis, a eu lieu une autre tentative sur la personne de Mrs. Luttred. J'étais curieux, Hastings, de voir si votre flair, bien connu pour ce qui est évident, se manifesterait encore cette fois. Et ça a marché. Votre première réaction a
a été de soupçonner vaguement Norton. Vous y aviez vu clair. Norton était bien notre homme. Vous n'aviez aucune preuve pour étayer votre hypothèse, hormis votre remarque, censée mais un peu timide, que l'homme était insignifiant. Pourtant, vous étiez à cet instant fort proche de la vérité. J'ai étudié avec soin l'histoire de sa vie. Il était l'unique enfant d'une femme autoritaire et dominatrice, et il semble qu'à aucun moment il n'eut eu la possibilité de s'affirmer, d'imposer sa personnalité à quiconque. Il était affecté d'une légère claudication, et déjà à l'école, il était trop handicapé pour prendre part au jeu de ses camarades. Une des choses les plus significatives que vous m'ayez rapportées, c'est le fait qu'on s'était moqué de lui au lycée parce qu'il avait eu la nausée à la vue d'un lapin écorché. Je crois que cet incident a laissé en lui une impression profonde. Il détestait le sang et la violence, et son prestige en souffrait. Inconsciemment, il attendait de pouvoir s'affirmer, se venger en faisant preuve de hardiesse et même de cruauté. J'imagine qu'il a commencé très jeune à découvrir sa faculté d'influencer les autres. Il savait écouter calmement, attirer la sympathie, et les gens l'appréciaient sans toutefois prêter grande attention à lui. Cela le vexait, mais il en tirait avantage. Il se rendait compte qu'il était ridiculement facile, en employant les mots adéquats et en donnant leurs impulsions correctes, d'influencer ses semblables. La seule chose nécessaire, c'était de les comprendre, pénétrer leurs pensées, prévoir leurs réactions secrètes et leurs désirs inavoués. Vous rendez-vous compte, Hastings, à quel point une telle découverte pouvait lui procurer une sensation de puissance? Lui, Stephen Norton, tout le monde aimait et méprisait en même temps, était capable de faire accomplir aux autres des actes qu'il ne voulait pas faire, ou remarquez bien la nuance qu'il croyait ne pas vouloir faire. Je puis me le représenter, en train de pratiquer sa marotte, puis acquérant peu à peu le goût morbide de la violence par personne interposée, cette violence pour laquelle il manquait de force physique, ce qui lui avait valu autrefois d'être tourné en dérision. Et cette marotte grandit sans cesse jusqu'à devenir une passion, une nécessité. C'était une véritable drogue dont il avait un besoin irrésistible, exactement comme s'il fût agi de morphine ou d'héroïne. Norton, cet homme au tempérament doux, était un sadique caché, un passionné de la douleur, de la torture mentale. Et l'appétit vient en mangeant. Lui, Norton, détenait les clés de la vie et de la mort. De même qu'en toxicomane, il devait se procurer sa ration de drogue, trouver une victime après l'autre. Je suis convaincu qu'il y a bien eu d'autres cas, en plus des 5 que je suis parvenu à connaître. Et dans chaque affaire, il a joué le même rôle. Il connaissait Etherington. Il a passé tout l'été dans le village où habitait Weeks, avec qui il buvait parfois un verre au pub. Au cours d'une croisière, il a fait la connaissance de Freda Clay, et sans en avoir l'air, a persuadé que si sa tante venait à mourir, ce serait une bonne chose, une délivrance pour la vieille dame, et une vie d'aisance et de plaisir pour elle-même. C'était aussi un ami à Litchfield, et lorsqu'il parlait à Margaret, elle devait se voir sous les traits d'une héroïne délivrant ses sœurs de leur esclavage. Je suis convaincu, Hastings, qu'aucune de ces personnes n'aurait commis de crime n'eût été l'influence de Norton. Et nous en arrivons maintenant aux événements de Styles. J'étais sur la piste de Norton depuis un certain temps, et lorsqu'il fit la connaissance de Franklin, je flairais aussi le danger. Vous devez bien comprendre qu'il lui fallait une base de travail, si je puis ainsi m'exprimer. On ne fait croître une plante que s'il existe une semence. Par exemple, j'ai toujours été persuadé que dans l'esprit d'Othello existait déjà la conviction, peut-être exacte, d'ailleurs, que l'amour que portait Desdémone était l'adoration passionnée et excessive d'une jeune fille pour un guerrier fameux, plutôt que l'amour pondéré d'une femme pour un homme en tant qu'homme. Il se peut qu'il ait compris que Cassio était en somme le compagnon rêvé de Desdémone, que celle-ci, longtemps voulu, s'en rendrait compte elle-même. Mais Franklin présentait pour Norton des possibilités fort intéressantes. Toutes sortes de possibilités, à vrai dire. Vous avez dû comprendre maintenant, Hastings, ce qu'une personne douée d'un solide bon sens aurait vu dès le début, à savoir que Franklin et votre fille étaient
brusquerie du docteur, l'habitude qu'il avait de ne jamais regarder Judith, de laisser de côté toute courtoisie à son égard, tout cela aurait dû vous montrer qu'il était épris de votre fille. Mais c'est un homme d'une grande force de caractère et aussi d'une grande droiture. Il parle peut-être d'une manière brutale, mais il a des principes bien arrêtés. Pour lui, un homme reste fidèle à l'épouse qu'il a choisie. Judith, de son côté, était éperdument et désespérément amoureuse de lui. J'aurais cru que vous vous en seriez aperçu, et elle avait elle-même cru que vous aviez compris le jour où vous l'avez trouvée dans la roseraie, d'où son accès de mauvaise humeur. Un caractère comme le sien ne saurait supporter une manifestation de pitié, de sympathie. C'est un peu comme si on touchait une plaie à vif. Puis elle a compris que vous la croyiez éprise d'Allerton et elle ne vous a pas détrompé, voulant ainsi se protéger contre une autre manifestation de sympathie qui lui eût été douloureuse. Elle flirtait avec Allerton comme pour chercher dans ce jeu une sorte de consolation désespérée, tout en sachant fort bien à quel genre d'individu elle avait affaire. Il l'amusait, il la distrayait, mais elle n'a jamais éprouvé pour lui le moindre sentiment. Norton, naturellement, savait à quoi s'en tenir, et il avait entrevu les possibilités que pouvait lui procurer cette situation. Je pense qu'il a d'abord essayé son pouvoir sur Franklin, mais qu'il a essuyé un échec complet. Le docteur appartient au seul type d'homme parfaitement inaccessible à l'insidieuse influence d'un Norton. Il possède un esprit extrêmement lucide, une connaissance précise de sa sensibilité et un souverain mépris pour les pressions extérieures. De plus, la grande passion de sa vie, c'est son travail. Et ce dernier fait le rend encore moins vulnérable. Avec Judith, Norton a beaucoup mieux réussi, en jouant très habilement sur le thème des vies inutiles. C'était pour elle un article de foi, et il s'est montré d'une habileté consommée, affectant de soutenir la thèse opposée, et déclarant calmement que Judith n'ose jamais le cran de mettre ses théories en pratique. C'est le genre de théorie que l'on entretient quand on est jeune, mais que l'on ne met pas en pratique. Sarcasme facilement et usé, mais qui produit souvent l'effet recherché. Ces enfants sont tellement vulnérables et si prompts à prendre un risque sans même s'en rendre compte. Et l'inutile Barbara éliminée, la voie sera libre pour Franklin et Judith. Cela n'a jamais été dit, n'est jamais apparu au grand jour. On a insinué que le point de vue personnel n'avait rien à voir dans l'affaire, car si Judith s'était doutée du contraire, elle aurait réagi violemment. Mais pour un adepte du meurtre aussi confirmé que l'était Norton, une seule affaire n'était pas suffisante. Il a cherché ailleurs une autre occasion d'exercer ses talents, et il a trouvé les Luttrell. Reportez-vous en arrière, Hastings, et rappelez-vous le bridge auquel vous avez pris part le soir de votre arrivée. Les remarques faites par Norton après la partie étaient tellement exprimées à voix si haute que vous avez craint que le colonel ne les entende. Mais c'était voulu. Luttrell devait les entendre. Norton ne perdait jamais une occasion de souligner le comportement de Mrs. Luttrell, qui insistait adroitement sans en avoir l'air. Et finalement, ses efforts ont été couronnés de succès. Cela s'est passé sous votre nez, Hastings, et vous ne vous êtes aperçu de rien. Les bases de l'affaire étaient déjà jetées, sentiment du fardeau porté par le colonel, honte de la piètre figure qui faisait, en présence des autres, ressentiment envers sa femme. Rappelez-vous exactement ce qui s'est passé. Norton déclare qu'il a soif. Savait-il que Mrs. Luttrell se trouvait dans les parages et ne manquerait pas d'entrer en scène? C'est probable. Le colonel réagit immédiatement, en hôte généreux qu'il est par la nature. Il offre une tournée et part chercher une bouteille. Vous êtes tous assis à proximité de la porte-fenêtre. Sa femme entre dans la salle à manger et il se produit une inévitable scène. Luttrell se met évidemment compte que vous avez entendu. Il revient sur la terrasse. Il aurait pu trouver le moyen de minimiser l'incident. Boyd Carrington, par exemple, aurait parfaitement pu le faire, car il possède une certaine dose de bon sens et ne manque pas de tact, bien que ce soit par ailleurs un des êtres les plus pompeux et les plus insupportables que j'ai jamais rencontrés.
vous-même auriez pu intervenir utilement. Mais Norton se met aussitôt à parler et parvient toujours sans avoir l'air d'y toucher, à envenimer la situation. Il commence par évoquer le bridge, ce qui rappelle à Luttrell certaines humiliations, puis il mentionne les accidents de chasse. Alors toujours prompte à la réplique, cette Anne de Boyd Carrington s'embarque avec lui dans une histoire d'ordonnance irlandais qui tue son frère. Une histoire à Stings que Norton lui-même lui avait racontée, en sachant fort bien que cet imbécile la reprendra à son compte au moment où l'on y insisterait adroitement. De sorte que la suggestion finale ne viendra pas de Norton. Tout est donc prêt, et on parvient au point de rupture. Humilié en présence d'autres hommes, souffrant de les avoir convaincus qu'il n'y a pas assez de cran pour réagir, qu'il encaisse avec servilité toutes les brimades, il entrevoit un moyen d'évasion. La carabine, les accidents de chasse, l'homme qui a tué son frère. Et soudain, au fond du jardin,